Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite d'une lecture ensemble. Et ce soir, nous allons poursuivre le roman d'Alfred Jarry, Le Surmal. Alors Alfred Jarry, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet auteur, c'est un poète, romancier, écrivain et dramaturge français. Et il a été aussi dessinateur et graveur. Alors, il est du 19e et début du 20e, puisqu'il est né en 1873 et qu'il est mort en 1907. C'est entre autres l'auteur de la pièce Ubu-Roi, qui est assez connue, qui a été longuement jouée à Paris, pour ceux qui sont amateurs de théâtre. Voilà, vous pouvez faire le rapprochement. Alors, en ce qui concerne l'œuvre, c'est le dernier roman d'Alfred Jarry qui est paru en 1902 aux éditions de la Revue Blanche. Et l'histoire est un petit peu loufoque. De toute façon, l'univers d'Alfred Jarry est assez, comment dirais-je, c'est un auteur qui aime critiquer la société et les mœurs en tournant en ridicule ses personnages. Et donc, c'est une histoire un peu farfelue. Le roman commence par cette phrase lancée par le personnage central qui s'appelle André Marqueuil au cours d'un repas dans son château. Et il dit « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment ». Alors s'ensuit une discussion autour de l'amour où chacun fantasme sur un surmal, d'où le titre du roman. Et le surmal, ça serait un homme capable de faire l'amour sans s'épuiser en un temps limité. Alors c'est alors que le docteur Batibus fait remarquer que c'est totalement impossible parce que le corps humain n'est pas fait pour de telles prouesses. Et à ce moment-là, un chimiste de renom, William Elson, fait intervenir l'une de ses inventions, la Perpetual Motion Food, qui veut dire nourriture du mouvement perpétuel, qui permettrait la régénération des muscles pendant l'effort. Alors un homme soi-disant nourri avec la Perpetual Motion Food pourrait, sans effort particulier, devenir physiquement hyper impressionnant et avoir des rapports sexuels en chaîne. Merveilleux! Alors pour tester son invention, le chimiste propose aux invités d'assister à une course de vélo où les sportifs seront exclusivement alimentés avec cette nourriture et devront parcourir 10 000 miles. Les autres suivront la course depuis un train à côté du peloton. Voilà, vaste programme. Je reprends cette lecture à ce moment-là. Autant vous dire qu'on va se régaler. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. #VBN, comme d'habitude. Je reprends la lecture au chapitre 8, intitulé L'ovule. J'adore. 24 heures auparavant, Batibus s'approchait de l'œil de bœuf. La vitre ronde était obstruée du côté du cabinet de toilette, observatoire du docteur, par 2 volets en bois plein que commandait une crémone. Il s'avança à tâtons et tourna la poignée d'un geste ferme, avec la même précision qu'il eût, professionnellement, fait jouer la vis sans fin d'un spéculum. Les volets s'écartèrent sans bruit, ainsi que des ailes de papillon s'ouvrent. L'œil de bœuf s'illumina, du feu doré de toutes les lampes du hall, et ce fut comme un astre qui se serait levé dans le cabinet de toilette, sur l'horizon court de la table du docteur. À cette clarté, les yeux de Batibus clignèrent un peu. Ses yeux vagues, ou plutôt perpétuellement fixes sur quelques points invisibles, dont l'expression est, par une coïncidence mal expliquée, commune à la plupart des grands médecins et à quelques monomanes dangereux reclus à perpétuité. Il lissa de ses belles mains grasses d'opérateur, l'une chargée de grosses chevalières, la divergence de ses favoris blancs. Il posa sur la table la feuille de papier destinée à recevoir ses observations, sortit son stylographe, consulta sa montre et attendit.
Quoique Bathybius sût parfaitement, étant d'esprit pondéré et grave, qu'il n'allait observer de l'autre côté de la fenêtre ronde que des êtres humains dans les attitudes les plus normalement et misérablement humaines, il s'avança vers la vitre comme il eût approché son œil de l'oculaire d'un prodigieux télescope, emporté sous sa coupole trépidante par de colossales horlogeries et braqué sur un monde inexploré. « Allons, dit-il, ne nous hallucinons pas. » Et pour chasser la vision, et aussi pour y voir clair sur sa table à écrire, il planta la prise de courant d'une petite lampe à abat-jour turquoise. Le lendemain soir, il fut bien étonné de trouver, parmi ses papiers et toute fraîche de sa propre écriture, l'étrange élucubration scientifico-lyrico-philosophique que l'on va lire. Il est vraisemblable qu'il l'écrivit pendant les longs loisirs qu'il eut, la grandeur durant laquelle les amants, voraces, mangèrent et les 10 heures consécutives qu'ils dormirent. Il n'est pas impossible non plus que sa personnalité ait subi un dédoublement singulier et que d'une part, il ait chronométré, contrôlé, analysé, inscrit, vérifié des détails techniques à chaque passage de l'Indien dans le cabinet de toilette. Et que d'autre part, il ait transposé, en les généralisant, ses impressions dans cette littérature dont il n'était point coutumier. Dieu est infiniment petit. Qui prétend cela? Non pas un homme, assurément. Car l'homme a créé Dieu, du moins le Dieu auquel il croit. Il l'a créé et ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. Ce sont des vérités acquises aujourd'hui. L'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance, agrandi jusqu'à ce que l'esprit humain ne pût concevoir de dimension. Ce qui ne veut pas dire que le Dieu conçu par l'homme soit sans dimension. Il est plus grand que toute dimension sans qu'il soit hors de toute dimension, ni immatériel, ni infini. Il n'est qu'indéfini. Cette conception pouvait suffire au temps un peu antérieur à celui où les deux peuples que nous appelons l'Adam et l'Ève furent tentés par les produits manufacturés des marchands qui avaient pour totem le serpent et durent travailler pour les acquérir. Nous savons maintenant qu'il y a un autre Dieu qui, lui, a bien véritablement créé l'homme, qui réside au centre vivant de tous les hommes et qui est l'âme immortelle de l'homme. Théorème. Dieu est infiniment petit. Car pour qu'il soit Dieu, il faut que sa création soit infiniment grande. S'il gardait une dimension quelconque, il limiterait sa création et ne serait plus celui qui a créé tout. Ainsi, il peut se glorifier de sa bonté, de son amour et de sa toute-puissance, qui ne se réserve aucune part du monde. Dieu est hors de toute dimension. En dedans, c'est un point. CQFD. On sait qu'il y a deux parties dans l'homme, l'une apparente et périssable, l'ensemble des organes que nous appelons corps, le soma, et cette partie périssable comprend même la petite agitation qui en résulte, dite la pensée ou l'âme immortelle. L'autre impérissable et microscopique
qui se transmet de génération en génération depuis le commencement du monde, le germène. Le germe est ce Dieu en deux personnes, ce Dieu qui naît de l'union des deux plus infimes choses vivantes, les demi-cellules qui sont le spermatozoaire et l'ovule. L'un et l'autre habitent des abîmes de nuit et de rouges troubles, au milieu de courants, notre sang, qui emportent des globules espacés les uns des autres comme des planètes. Elles sont 18 millions de reines, les demi-cellules femelles, qui attendent au fond de leur caverne. Elles pénètrent les mondes de leur regard et les gouvernent. Elles sont infiniment déesses. Il n'y a pas des lois physiques pour elles. Elles désobéissent à la gravitation. Elles opposent à l'attraction universelle des savants leur affinité particulière. Il existe pour elles que ce qui leur plaît. Dans d'autres gouffres aussi formidables, ils sont là. Les millions de dieux dépositaires de la force et qui ont créé Adam au premier jour. Quand le dieu et la déesse veulent s'unir, ils entraînent chacun de leur côté, l'un vers l'autre, le monde où ils habitent. L'homme et la femme croient se choisir, comme si la terre avait la prétention de faire exprès de tourner. C'est cette passivité de pierre qui tombe que l'homme et la femme appellent amour. Le dieu et la déesse vont s'unir. Il leur faut, pour se rencontrer, un temps qui, selon les mesures humaines, varie entre 1 seconde et 2 heures. Encore un peu de temps, et un autre monde sera créé. Un petit Bouddha de corail pâle, cachant ses yeux, si éblouis d'être trop près de l'absolu qu'ils ne sont jamais ouverts, cachant ses yeux de sa petite main, pareille à une étoile. Mais alors, l'homme et la femme se réveillent, escaladent le ciel et écrasent les dieux, cette vermine. L'homme ce jour-là s'appelle Titan ou Malthus. Chapitre 9. L'Indien tant célébré par Théophraste. On pénétrait dans le hall par une double porte. L'Indien ouvrit la première, qu'il referma derrière lui. Il entendit au dehors le bruit du verrou poussé par Bathybius et qui ne serait ôté que dans 24 heures. De son côté, il tira le verrou intérieur et étendit les bras vers la seconde porte. Celle-ci s'était ouverte pendant qu'il se retournait et il reconnut, debout, appuyée au chambranle, toute rose et toute nue, comme transparente sous la lumière des lampes, Hélène Elson qui lui souriait. Avec la barbe, le lorgnon et les vêtements conformes à ceux de tout le monde, Marcueil avait dépouillé jusqu'au souvenir du monde. Il n'y avait plus qu'un homme et une femme, libres, en présence pour une éternité. 24 heures, n'était-ce pas une éternité pour l'homme qui professait qu'aucun nombre n'avait d'importance? C'était l'enfant seul de l'homme et de la femme, renonçant à tout pour se cloîtrer dans les bras l'un de l'autre. Est-ce possible? Soupirent leurs deux bouches, et elles ne dirent rien de plus, car elles s'unirent.
Mais l'ironie froide n'abandonnait pas ses droits sur Marcueil. Même poudré de poudre d'or rouge et maquillé en indien, aussi ridicule au fond, il s'en aperçut tout d'un coup que le Marcueil, homme du monde. Enfin seul, ricana-t-il avec amertume en repoussant Hélène. Et c'est cette fille qui vont venir, et ce docteur qui regardera. Elle ricana à son tour, d'un rire discordant de pireuse ivre, du plus beau des rires. Tes femmes, les voilà. Voilà. Elle prit sur le lit et jeta quelque chose de froid, comme une arme blanche à la poitrine de l'Indien. La clé de ton coffre-fort à femme, il ferme très bien. Je te les garde et elles sont très bien gardées. Mais elles sont à moi, tes femmes, puisque tu es à moi. Combien êtes-vous ? M'a demandé un jour un petit monsieur pieds nus, emmailloté d'une robe de moine. C'est bien simple. Je suis 7. Est-ce assez pour vous, mon Indien ? C'est fou, dit Marcueil, qui, entre autres infinis, semblait disposé à épuiser celui de la froideur. Ce docteur qui va voir, il te reconnaîtra. J'ai pris mon masque, dit Hélène. Belle malice, ton masque de chauffeuse, comme si beaucoup de femmes en portaient, et si on ne savait pas que Miss Elson est une chauffeuse assidue. Tout le monde l'a vue. Bathybius te reconnaîtra mieux, voilà tout. Mes masques sont roses, et celui-ci est noir. C'est une raison de femme. Alors, elle ne vaut rien ? Écoute, c'est le masque d'une de tes femmes. Elles sont 4 qui en portent. C'est une mode. Et puis, c'est bien bon pour un docteur. Et aussi, le masque d'une de tes femmes, ça te fera plaisir. Tu croiras embrasser sa figure. Et moi, je croirais lui avoir coupé la tête. Et puis, je ne suis pas tout à fait une fille. Tu ne voudrais pas que je sois tout à fait toute nue. Son visage disparut dans le velours noir. Ses yeux et ses dents brillaient. Une seconde après, un déclic claquait et les poils blancs de Bathybius givraient confusément une petite vitre au bout de la salle. « Allons, Indien !» plaisanta Hélène. « La science vous observe. La science avec un grand S, ou plutôt, car ce n'est pas encore assez imposant, la science avec une grande Si. » Marcueil, toujours froid. « Sais-tu, après tout, si je suis l'Indien ? Je le serai peut-être après. » « Je ne sais pas, dit Hélène, je ne sais rien. Tu le seras et puis tu ne le seras plus. Tu seras plus que l'Indien. » « Et plus ?» rêva Marcueil. « Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme l'ombre fuyante de cette course. Et plus, cela n'est plus fixe, cela recule plus loin que l'infini. C'est insaisissable. Un fantôme. « Vous étiez l'ombre, dit Hélène. » Et il l'enlaça, machinalement, pour s'accrocher à un appui palpable. Dans un cornet de verre, sur une table, les embaumées non encore fanées, quelques-unes des roses du mouvement perpétuel. Comme un laurier tressé en couronne, dont les feuilles palpitent au vent, le nom de cet être qui allait se révéler, au-delà de l'Indien, voleta et se précisa devant les yeux de Marcueil. Le surmal. L'horloge annonçait minuit et Hélène écouta. « C'est fini ? Alors, à vous, mon maître. »
et ils tombèrent l'un vers l'autre, leurs dents sonnèrent et le creux de leur poitrine, ils étaient si absolument de la même taille, fit ventouse et retentit. Ils commencèrent de s'aimer, et ce fut comme le départ d'une expédition lointaine, d'un grand voyage de noces qui ne parcourait point des villes, mais tout l'amour. Quand ils s'unirent d'abord, Hélène eut peine à ne pas crier, et son visage se contracta. Pour étouffer sa souffrance aiguë, il lui fallait quelque chose à mordre, et ce fut la lèvre de l'Indien. Marqueil avait eu raison de dire que pour certains hommes, toutes les femmes sont vierges, et Hélène en souffrit la preuve. Mais elle ne cria point, quoique blessée. Ils se repoussèrent au moment précis où d'autres s'enlacent plus étroitement, car tous les deux, ils se souciaient d'eux seuls et ne voulaient point préparer d'autres vies. Quand on est jeune, à quoi bon? Ce sont de ces précautions que l'on prend et que l'on cesse de prendre, au bout de sa vieillesse, après son testament, sur son lit de mort. Le second baiser, mieux savouré, fut comme la relecture d'un livre aimé. Au bout de plusieurs seulement, Hélène put démêler quelque plaisir au fond des yeux étincelants et froids de l'Indien. Elle crut comprendre qu'il était heureux de ce qu'elle était heureuse jusqu'à souffrir. « Sadique !» dit-elle. Marqueil éclata d'un rire franc. Il n'était pas de ceux qui battent les femmes. Quelque chose en lui leur était bien trop cruel pour qu'il eût besoin d'y ajouter. Ils continuèrent, et chacun de leurs baisers fut une escale dans un pays différent, où ils découvraient quelque chose et toujours une chose meilleure. Hélène paraissait décidée à être un peu plus souvent heureuse que son amant, et à atteindre avant lui le but indiqué par Théophraste. L'Indien approfondissait en elle des sources de plaisir angoissées qu'aucun amant n'avait effleurées. À 10, elle bondit avec légèreté hors du lit et revint, tenant une mignonne boîte d'écailles prise au cabinet de toilette. À 10, avez-vous dit, mon maître, il faut panser les blessures avec certains baumes. Ceci est un excellent baume distillé en Palestine. Oui, l'ombre grinçait, murmura Marqueil. Il rectifia doucement. À 11, plus tard. Tout de suite, dit Hélène. Les forces humaines furent franchies. Comme d'un wagon, on regarde s'évanouir les paysages familiers d'une banlieue. Hélène se releva courtisane experte, mais c'était si naturel. L'Indien donnait si bien la sensation de quelque idole taillée dans des matériaux inconnus et purs, dont chaque partie que l'on caressait était la plus pure. La fin de la nuit et toute la matinée, les amants n'eurent point d'heure de repos ni de repas. Ils sommeillaient ou veillaient, ils n'auraient pu le dire. Ils grignotaient des gâteaux et des mets froids, et boire dans une même coupe n'était qu'une des 1000 variantes de leur baiser. À midi, l'Indien avait presque atteint et Hélène avait dépassé depuis longtemps le chiffre de Théophraste. Hélène se plaignit un peu. « J'ai si chaud !» dit-elle en marchant par la salle, les mains sur ses seins tendus. « Je ne suis pas assez nue. Est-ce que je ne pourrais pas ôter cette chose sur ma figure ?» Les yeux du docteur épiaient de leurs vitres. « Quand l'ôterons-nous » répéta Hélène. « Quand le cerne de tes yeux débordera le masque, » dit Marqueil. « Qu'il déborde vite, » gémit Hélène. Il la prit sur ses bras,
où elle resta pliée comme un foulard froissé en boule. Il la recoucha comme une enfant, l'étendit, lui tira la peau d'ours sur les pieds, en racontant avec une pédanterie comique pour la faire rire. Aristote dit en ses problèmes « Pourquoi cela n'aide-t-il pas à l'amour d'avoir les pieds froids ?» Il lui récita des fables de Florian. Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Subitement, ils aperçurent qu'ils avaient faim. Ils allèrent choir contre la table servie à la gargantua et mangèrent comme des pauvres à une soupe populaire, des pauvres qui se seraient creusés les entrailles par des apéritifs de milliardaires. L'Indien engloutit toutes les viandes rouges et Hélène toutes les pâtisseries. Mais il ne but pas tout le champagne parce que la femme préleva la mousse de la première coupe de chaque bouteille. Elle la mordait comme elle eût croqué des meringues. Elle embrassait son amant après. Aussi, par-dessus son maquillage rouge, fut-il verni de choses sucrées sur toutes les parties du corps. Ensuite, ils s'aimèrent à 2 reprises. Ils avaient le temps. Il n'était pas 2 heures de l'après-midi. Puis ils dormirent. Or, à 11h27 du soir, ils dormaient encore, comme s'ils étaient morts. Le docteur, dodelinant de la tête et près de s'assoupir lui-même, inscrivit le total alors atteint. 70. Il rentra son stylographe. Le chiffre de Théophraste était égalé, mais non dépassé. À 11h28, Marcueil se réveilla, ou plutôt ce qui en lui constituait l'Indien, s'était réveillé avant lui. Sous son étreinte, Hélène cria douloureusement, se leva en titubant un peu, une main à sa gorge et l'autre à son sexe. Ses yeux furetèrent autour d'elle, comme un malade cherche une potion ou un hétéromane son laité. Puis elle retomba sur le lit. Sa respiration, à travers ses dents serrées, avait le même bruit d'imperceptible bouillonnement que font les crabes, ces bêtes qui fredonnent peut-être ce qu'ils essayent de se rappeler des sirènes. Tâtonnant toujours de tout son corps vers l'oubli de la brûlure profonde, sa bouche trouva la bouche de l'Indien. Et elle ne se souvint plus d'aucune douleur. Il leur restait, avant minuit, 30 minutes, un temps qui leur suffit pour revivre, en comptant cette précédente étape, une fois le parcours connu des forces humaines. 82, inscrivit Bathybius. Quand ils eurent achevé, Hélène se mit sur son séant, arrangea ses cheveux et fixa son amant avec des yeux hostiles. « Cela n'a pas été amusant du tout, » dit-elle. L'homme ramassa un éventail, l'ouvrit à moitié et à tour de bras l'engifla. La femme sauta, dégaina de ses cheveux une longue épingle en forme de glaive et pour une vengeance immédiate, visa les yeux de Marcueil qui luisaient à hauteur des siens. Marcueil laissa agir sa force, ses yeux se défendirent d'eux-mêmes. Sous le regard d'hypnotiseur, au moment où la femme abattait l'arme, elle s'endormit, cataleptique. Le bras qui se prolongeait d'acier resta horizontal. Alors Marcueil posa son index entre les sourcils d'Hélène et la réveilla tout de suite, car il était l'heure. Voilà, fin du chapitre 9. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à tout de suite pour les aventures de Marcueil et du Surmal. Très bonne soirée à tous. Bye bye.